troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Sénégal et au décryptage des premiers pas du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre. Nous l'avions vu dans la première partie. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son discours d'investiture, avait eu une pensée particulière à la fois pour les Sénégalais tombés lors des répressions, mais aussi pour la jeunesse sénégalaise dans son ensemble. Et le 3 avril dernier, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, l'homme a tenu à indiquer dans son adresse à la nation son intention de s'attaquer aux défis prioritaires des Sénégalais. Extrait. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. Un beau discours, un volontarisme politique. Politique, ouais. Il faut le reconnaître, ouais. En tout cas, dans les jours qui viennent, je prendrai des mesures. La question de la cherté de la vie me préoccupe tout particulièrement. Actuellement, quel que soit le pays du continent où vous allez, le problème numéro 1 des populations, c'est la vie chère. La vie chère. Tout est cher. Ce qui coûtait 200 francs avant coûte aujourd'hui 1000 francs. Partout. Que ce soit à Cotonou, à Lomé, à Abidjan, à Dakar, à Douala ou que sais-je encore, la vie est devenue extrêmement... Et là, il dit, la question de la cherté de la vie me tient particulièrement à cœur. Il a compris. Il a compris. Non seulement il a compris, mais ça doit nous interpeller sur deux dimensions. La première dimension, c'est que vous avez énuméré tous les pays de l'Afrique subsaharienne où la vie est devenue très chère. Moi, si je regarde entre 2000 et 2024, tout ce qu'on achetait a été multiplié minimum par 10. Oui. Minimum. Alors, il va falloir qu'on interroge notre banque centrale pour savoir, quand elle dit qu'elle lutte contre l'inflation, c'est ça. Il faut qu'on lui demande quel est le lien entre l'inflation et le coût de la vie. Parce que c'est ça qu'on veut comprendre. Maintenant, on nous balance ça, depuis 2020. Hein? Depuis 2020, on nous dit l'inflation est autour de 3, de 2. Mais tout ça, c'est très bien. Parce qu'ils ont une façon de calculer l'inflation. Mais nous, l'inflation, ça ne n'intéresse pas les Africains. En France, on peut être intéressé par l'inflation parce que tout le monde travaille. Vous comprenez? Oui. Mais nous, en Afrique, on a des cousins qui ne travaillent pas. L'inflation, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le coût de la vie. Je vous donne un exemple très simple qui fait que les gouvernants aujourd'hui au Sénégal doivent prendre toutes les dispositions. Je prends un exemple, un ami d'enfance qui, à 20 ans, dans les années 81-82, n'avait aucun diplôme et est allé travailler à l'hôpital Fann
on lui payait en 81-82 30 000 francs CFA. Par mois? Oui, dans cette période-là. 30 000 francs CFA, il avait la capacité de nourrir sa famille, 6 personnes, parce que ses parents n'étaient plus de ce monde, et ils étaient 6. On lui avait trouvé ce travail pour soutenir la famille. 30 000 francs, il pouvait nourrir la famille, et il avait même acheté un petit poste de magnétophone pour qu'on écoute de la musique. Vous voyez bien? On était en quelle année? Mais on était en 81-82. Ah oui. Maintenant, il a pris sa retraite il y a 2 ans, Oui. parce qu'il avait 60 ans. Il prend sa retraite, il venait d'avoir un terrain à construire. Et figurez-vous bien, dans mon métier d'actuaire, Oui. où j'accompagne les entreprises dans le calcul des engagements de retraite, quand il a pris sa retraite, je lui ai demandé de me donner son dernier bulletin de salaire. Et sur ce dernier bulletin de salaire, son salaire était de 150 000 francs CFA. À sa retraite? Oui. Donc, c'est-à-dire, en 2002, il gagnait 150 000 francs. Non, son dernier salaire, avant la retraite, C'est ça. son dernier salaire, c'était 150 000. Son salaire de 82 était de 30 000. Ça veut dire qu'on a loupé pendant 40 ans le fait de faire suivre les problématiques macroéconomiques au coût de la vie. Et c'est-à-dire qu'on n'a jamais revalorisé le salaire. Mais le problème, c'est même pas de l'indexer, c'est d'en faire attention. Ouais. Et que lui, il finit avec 150 en tant qu'agent de radiologie, alors qu'on embauche en 2022 un chauffeur à 250 000 au Sénégal. Ouais. Vous comprenez? Ces inégalités-là, c'est des inégalités mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait tellement d'erreurs qu'il faut les corriger. C'est ça. Il faut les corriger. Et donc, les défis, je vais y revenir tout à l'heure, mais je vous donne juste cet exemple-là. L'autre exemple que je peux donner qui peut attirer votre attention, que quand je vois des gens qui doivent aller chercher leur mort à l'hôpital et qu'on leur dise que si vous ne donnez pas 2 millions, on ne sort pas le corps au Sénégal. On demande pourquoi, on dit, mais il a fait 2 semaines ici, 2 semaines, le coût, c'est 2 millions. Et pour prendre le cadavre. Mais ça, je vous donne un exemple concret d'une association de gens qui sont bien qualifiés. L'un d'entre eux est décédé. Ils sont allés, ils ont cotisé 2 millions pour sortir le corps. Vous comprenez? Ça explique encore l'absence de... C'est à quel titre, au fond? Mais attends, mais parce que si vous êtes à la... Ils l'ont soigné gratuitement. On a tout laissé s'enflammer au Sénégal. Je vous donne un troisième exemple. Un ami qui est militaire, qui a libéré, donc qui était militaire, qui a libéré. Donc si demain on était en guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir être mobilisé. Il a 62 ans, il tombe malade, il est à l'hôpital, et l'intendant dit, si on ne sort pas à 600 000, il ne sort pas. Attendez, il fait partie de nos amis d'enfance. Hein. Okay. Il était un peu plus âgé que nous, mais il est venu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacé, je suis venu voir l'intendant. Je lui ai dit, mais vous savez que lui, il est militaire. Lui, s'il y a guerre demain, il va y aller. Et vous demandez à ce qu'on paye 600 000 pour qu'il sorte. Vous arrêtez. Sinon, moi, je vais écrire au président de la République. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de protection sociale qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce pays. Mais les fonctionnaires n'ont pas la protection sociale au Sénégal. Mais attends, le militaire, est-ce qu'il est considéré comme un fonctionnaire? Je ne sais pas. Et il dit, non, l'État... Oui, mais attends, il est considéré, c'est-à-dire que dans les textes, il l'est. Ah oui, d'accord, dans les faits... Mais dans les faits, c'est toute une procédure qui voilà, prend le militaire. Le malade risque de mourir avant que la réponse ne tombe. Il a 62 ans, il tombe malade, on lui demande de payer 600 000. Ouais. Et on lui demandait même 1 million. Alors que de toute sa carrière, il n'a jamais touché 1 million. C'est après qu'on a négocié avec l'intendant, il a dit 600 000, on a payé 600 000. Donc, l'Afrique a un problème qui est majeur. C'est la construction d'un projet de protection sociale. Il faut commencer. Pourquoi je dis construction? Parce que les gens pensent que la protection sociale française, elle est née là, en France, tu as ce que tu veux. Il faut faire attention. La protection sociale française est née dans les années 1800. C'est vrai. La couverture maladie universelle en France est née dans les années 90. Hein. C'est vrai. Pas longtemps, mais c'est tout un processus. C'est que nous, en Afrique, on veut terminer un projet sans l'avoir commencé. Oui. Le défaut des Africains, on ne commence jamais un projet et on veut terminer. Il faut bâtir. Mais c'est une question de priorité. Mais il faut. Parce qu'on gaspille de l'argent ailleurs pour des. La protection sociale, il faut la financer aussi. Mais oui, c'est très simple. Je donne un exemple très simple. J'ai écrit un article la semaine dernière, et avant l'article, j'ai écrit un document succinct
de construction d'une protection sociale que j'ai adressé au président de la République. Mais j'explique comment on va la financer. Parce que nous ne sommes pas comme les Français. En France, tout le monde travaille. Donc, on peut financer la protection sociale en faisant des retenues sur les salaires, etc. Mais nous, tout le monde ne travaille pas. Donc, il faut qu'on crée d'abord la mutuelle nationale du pays, où tout le monde adhère. Et pour financer ça, attendez, on donne à Orange 500 francs tous les jours. Tous les Africains donnent 500 francs à Orange tous les jours. Donc, on ne peut pas cotiser 500 francs par mois. C'est facile de financer une protection sociale. C'est d'une facilité, facilement facile. La volonté politique. Le problème, c'est que tout est prioritaire, au fond. Les problèmes sont... Tout est urgent. Et tout est urgent, mais donc, tout est prioritaire. Si tout est urgent, il faut sélectionner parmi les urgences urgentes. Et des urgences urgentes, vous sélectionnez les urgences urgemment urgentes. On avance dans cette émission, Maître Brice Nzamba. Le président, à la fin de son discours, dit « Nous allons endogénéiser notre économie. » Endogène. Et on sait de quoi il parle et à qui il pense. Et à propos, justement, de processus d'endogénéisation de l'économie, il dit « Je veux renégocier tous les accords. » Et il y a un accord qui, moi, lorsque je préparais cette émission, a frappé, a attiré mon attention. C'est l'accord de pêche conclu entre votre pays, le Sénégal, et l'Union européenne, qui autorise des bateaux européens à venir pêcher sur les eaux territoriales exclusives sénégalaises, dans les eaux territoriales exclusives sénégalaises, au détriment des pêcheurs locaux, moyennant quoi? 3 millions d'euros. Quand on lit les termes de l'accord, on se dit, comment un Sénégalais a pu prendre un stylo pour signer ça? Vous n'avez pas vu le contrat Franck Timis, alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et ce n'est pas le seul. Et ce n'est pas le seul pays. Le Sénégal n'est pas le seul exemple dans cette pratique. Le Libéria a aussi le même accord de pêche avec l'Union européenne où on pirate les eaux. Et là, les pêcheurs sénégalais n'ont plus de poissons dans les eaux puisqu'ils n'ont pas la barque motorisée. C'est pour aller loin. Il faut même dire aussi que le Sénégal n'a pas les moyens de vérifier le tonnage des poissons pêchés dans ces eaux. D'où la question, comment signe-t-on des accords comme ça qui a la réponse? Pas que le Sénégal, hein. J'ai vu un reportage. Oui, c'est général un peu en Afrique. Hein. Même lors le pétrole, on demande au ministre combien les Occidentaux sont. Il dit non, je ne connais pas le chiffre. C'est eux qui me communiquent les chiffres. C'est ça. Donc, au fond, un accord comme ça autorise des bateaux à venir pirater, on va dire, les eaux. Non, ils ne piratent pas, c'est parce que puisqu'on ne sait pas combien de tonnes de poissons vous pêchez, ça devient... oui, mais ça, c'est pêche sauvage. En fait, la difficulté que nous avons, c'est que je pense qu'il ne faut pas tomber dans la facilité de dire que les Européens... C'est ça, vous avez raison. Parce qu'il faut responsabiliser nos dirigeants. Absolument. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, rien ne les y oblige de signer de tels accords. Voilà, parce qu'il faut voir que quand on signe un accord, il y a toujours une partie qui a une position dominante, à la vérité, et qui dispose donc du matériel de pêche, qui dispose de l'argent, et que donc l'État sénégalais à cette époque, j'essaie de comprendre le mécanisme dans l'esprit de ceux qui ont signé, ils se disent que là, on a une possibilité de rentabiliser nos eaux en matière de pêche que nous ne pourrions pas avoir avec nos pêcheurs locaux. Puisque les pêcheurs locaux pêchent... Ne peuvent pas aller loin. Ne peuvent pas aller loin et peut-être même qu'ils ne payent pas aussi les impôts. C'est rudimentaire aussi. Voilà. Donc il y a tout ça. Et là, en face, on a des gens qui nous proposent 3 millions d'euros par an. Bon, même si on ne contrôle pas, mais c'est déjà ça. Vous voyez un peu le raisonnement, vous voyez? Donc je pense que le gouvernement actuel a totalement raison de voir les conditions dans lesquelles renégocier ces accords. Mais on en arrive aux conditions. Parce que quand vous signez un accord, vous ne pouvez pas sortir de l'accord comme vous le voulez. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faut voir les clauses qui permettent, puisque dans un accord, il y a en principe des clauses qui permettent les conditions de sortie de cet accord. Si ces conditions sont revenues ou pas. Mais vous pouvez aussi, si vous estimez que les clauses contenues dans l'accord sont léonines et que ça vous met dans une position qui est très faible par rapport à la contrepartie, vous avez le droit aussi de pouvoir contester par la suite ce type d'accord. C'est ça. Donc moi, je pense qu'il faut responsabiliser nos dirigeants. Voilà. Je pense que les Européens poursuivent leurs intérêts. Donc quand ils ont en face des gens qui ne sont pas capables de défendre les intérêts de leur pays,
eux, ils avancent leurs intérêts. Bon, donc c'est à nous, à nos dirigeants, de défendre les intérêts de leur population. Ouais, mais je dois corriger quand même quelque chose. C'est vrai que l'accord prévoit que régulièrement, des Sénégalais embarquent avec l'autre partie pour vérifier. Mais théoriquement, on va dire, on sait comment tout ça se passe. Donc, lutte contre la cherté de la vie, renégociation des accords, il faut rendre endogène l'économie sénégalaise. Puis, il y a un autre point important, la question de la monnaie, la question du franc CFA. On connaît la position du candidat Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport à cette monnaie. On sait aussi que le siège de la BCEAO se trouve à Dakar. Comment tout ça va se passer? Comment se l'imaginer? Ils ont émis leur intention de revoir un peu le mécanisme de fonctionnement de cette monnaie. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller, c'est votre spécialité, vous nous en direz un mot aussi tout à l'heure. Comment s'imaginer la chose? Richard, qu'il me soit permis de faire valoir mon rattrapage sur d'abord les salaires, le retard. D'accord, allez-y. De mon Il ne nous reste frère, pas beaucoup de temps, mais allez-y. Dans le sens, je vais être laconique. Oui. Vous savez, l'autre jour, je suis allé à Dakar, en été. Un ami, un jeune frère commissaire de police, je ne sais pas le nom, il me dit, quand je suis allé à la banque, j'ai regardé ma paye, je n'osais pas toucher. Il fallait que j'appelle mes autres confrères commissaires pour savoir ce qui s'est passé. Le problème, c'est que dans nos pays, on augmente les salaires des hauts fonctionnaires, militaires, armés, juges, dans une optique de corruption qui ne dit pas son nom, pour effectivement qu'ils optent en silence. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que le nouveau président a pour programme, effectivement, de lutter. C'est une forme de corruption de l'administration publique. C'est dans leur programme. La vie qui est chère également, c'est un problème, effectivement, qui est posé. Nous, on se rend compte, nous, diaspora, heureusement, nous sommes là. Quand, dans les nominations, on n'est pas calculé, mais nos poches, tous les mois, on envoie de l'argent. Et heureusement, la diaspora a plus de 1000 milliards de francs CFA par an. Donc, voilà. Maintenant, sur la question de la monnaie, moi, je l'ai dit, j'en ai parlé en réunion dans le cadre du Front populaire. Le problème qui se pose, Richard, il faut qu'on arrête la consécration d'une monnaie coloniale. Toute la jeunesse africaine est unanime là-dessus. Sur ce point, la symbolique a du sens et le symbolisme a du sens. Et ça vaut son pesant d'or sur ce point. Il est temps que des signaux forts. Parce que quand on entend la déclaration du général Lecointre, mais dangereux, qui parle de l'Union européenne ne nous a pas écoutés, parce que l'Afrique, on ne peut pas laisser comme ça, parce que nos intérêts y sont. Mais là, le symbole des intérêts... La recolonisation mais bien évidemment, de l'Afrique. Pour ça, il faut sortir de la monnaie. Rien que pour ça, il faut pas l'armée. Et ça insulte notre intelligence. Toutes et tous, en tant qu'Africains. Tous. Et il me semble... Inadmissible. Par contre, cependant, une fois qu'on a dit ça, il faudrait quand même qu'on opte un certain nombre de précautions d'usage, savoir que on ne peut pas se démarquer du franc CFA d'un coup de baguette magique. Vous l'avez rappelé, le siège de la BCEAO, de l'UEMOA et à Dakar. Bien sûr. C'est une monnaie communautaire, stable. On a des problèmes de convertibilité, notre dépendance à l'euro qui est enrhumée. On dépend de l'euro. La France, il semblerait, selon certains experts, quand l'euro devait entrer en vigueur, il était question qu'on se démarque de l'Union européenne, mais c'est une exception. La France continue effectivement à nous dominer et ça constitue notre goulot d'étranglement. Par contre, attention, il me semble qu'il y a des préalables à respecter. Il faut assainir d'abord notre environnement économique. Il faut d'abord assurer la lutte contre la corruption. Voilà, parce que tant que la corruption reste une règle, l'expression d'une monnaie courante, dans notre sociologie, et tel est le cas, force est de le constater,
qui va garder la boutique là, de notre banque centrale? C'est intéressant. Moi, je n'ai pas confiance à un Sénégalais à l'état actuel pour garder la boutique de notre banque centrale. Donc aujourd'hui, il y a un préalable qu'il faut régler. Mais oui, pour effectivement se démarquer du franc CFA, mais il faudrait assurer le préalable essentiel d'abord. C'est intéressant. Parce que le précédent Robert Mugabe, avec l'inflation de plus de 1500%, avec des bourrettes de millions qui ne valaient que 5000 francs CFA, on l'a vu, hein. Attention à cela aussi. Voilà. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a même pratiquement épuisé notre temps d'antenne. Mais vous avez évoqué un point important sur lequel il faut revenir. Faut-il vraiment prendre les déclarations de ce général, le général François Descointres, au sérieux, qui dit dans 10 ans, ils iront reconquérir militairement l'Afrique? On sait qu'ils sont ils ont perdu du terrain, ils sont en train de perdre beaucoup de terrain sur le continent. Mais on sait aussi qu'ils viennent de passer 10 ans au Sahel sans réussir à juguler le terrorisme dans le Sahel. Comment veulent-ils, alors qu'ils n'ont pas réussi pendant 10 ans à juguler le terrorisme au Sahel, reconquérir l'Afrique? Comment faut-il prendre ce général au sérieux? Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger ce qui est dit. Ouais. Il ne faut pas négliger, parce que c'est quand même un général. Donc ce n'est pas un bidas comme c'est un général. Ce n'est pas un politique. Donc il ne parle ni le boulanger du coin. Il ne parle pas en l'air, il sait de quoi il parle. C'est bien. Et ce qu'il dit, ça vient des cercles dans lesquels il travaille. Et donc lui, il est autorisé à le dire publiquement. Voilà. Alors moi, comme je l'ai dit au préalable, je pense que l'Afrique, pour l'instant, et c'est dommage, c'est encore un terrain d'expansion ou de projection des forces. Des grandes forces qui sont en train de se battre pour le rééquilibrage géopolitique dans le monde. Voilà. Vous avez l'Occident qui est un peu en train de décliner dans son influence. Vous avez la Russie et la Chine. Il y a même l'Iran aussi, la Turquie. Ouais, donc, ça montre que nous, en Afrique, on n'a pas encore une puissance continentale qui est capable, en fait, de protéger l'Afrique et ses intérêts, d'être comme une sorte de parapluie. Alors que potentiellement, on a la capacité. On a l'Afrique du Sud qui aurait pu. On a l'Algérie, le Maroc, on a le Nigeria. Mais donc l'Afrique fédérale. En fait, ce qui manque à l'Afrique, c'est une puissance continentale qui est capable, en fait, de projeter des forces pour assurer la sécurité, avec d'autres, bien sûr, du continent. Donc, on est obligé de faire appel à des puissances. Cependant, attention à la Chine et à la Russie. Oui, mais je m'en méfie. D'où le fait de faire naître l'Afrique fédérale. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Maintenant, je voulais vraiment revenir sur ce qu'il vient de dire par rapport au général. Moi, je pense que cette personne-là devait être traduite en justice. Il faut qu'on soit sérieux. Ça fait 6 siècles que nous sommes en guerre contre l'Occident. Et nous négligeons ça. Aujourd'hui, nous nous mettons là à discuter si le franc CFA est bon ou pas. Alors que des gens, en 2024, ils sortent dans des médias pour dire que leurs intérêts étant chez nous, il est nécessaire que même plus la France, parce qu'il sait que la France n'a plus de force pour venir nous faire quoi que ce soit. Il dit qu'il faut que l'Europe et la France prennent leurs responsabilités pour venir nous coloniser. Ce gars, ce militaire-là, il fallait le voir, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'avant la conférence de Berlin, les Européens, là, ils étaient 400 millions, 420 millions. Nous étions en Afrique 120 millions. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard. Eux, ils sont 430. Ils ont peur qu'on leur fasse exactement ce qu'ils nous ont fait. C'était de la peur. Ce gars-là, il fallait le voir parler. Tu voyais quelqu'un de gêné et qui a peur. Maintenant, mon frère, c'est tellement grave. L'heure est grave. On ne peut pas continuer à être oppressé pendant 6 siècles sans construire l'Afrique fédérale, avoir une armée africaine et se préparer. Merci. Mais cependant, il faut qu'on soit clair. Il faut que l'Afrique s'inscrit dans une optique de paix conformément à la philosophie senghorienne. Universalisme est un humanisme. Et ça, c'est fondamental. Que les dissensions, qu'on transcende les dissensions, parce que c'est quand on est divisé que l'ennemi est content. Merci. Et il est content, il veut nous voir divisés. Et Richard, si vous le permettez, les amis de Senghor ont pleuré ces derniers temps parce que le 16 avril dernier, le patrimoine senghorien était encore mis aux enchères et l'État du Sénégal était obligé de se mobiliser. Et nous regrettons que l'œuvre de Senghor, une deuxième fois, soit livrée effectivement aux plus offrants. C'est quelque chose de regrettable. Parce que
ce qui est paradoxal. Le cœur battant du Senghorien est à Verson, mais pas en Afrique ni à Dakar. Et qu'une deuxième fois, que des maîtres chanteurs obligent l'État du Sénégal à acheter cher ce qui devait revenir de droit à l'État du Sénégal. Et j'aurais aimé également que le ministère de la Coopération, de la Culture ou de l'Éducation nationale français, en vertu du statut de Senghor qui était ministre d'Edgar Faure, ministre de De Gaulle, premier Africain agrégé en grammaire, membre fondateur de la francophonie, j'aurais aimé que le gouvernement de Macron fasse un signal fort pour effectivement acquérir ces biens et les restituer à l'État du Sénégal. Nous le regrettons et je le regrette en tant que président de la Fondation Senghor de France. Merci. Merci. Merci pour cet appel hein, que vous lancez. Alors, merci d'avoir participé à cette émission sur le Sénégal. Alors, beaucoup de questions nous sont posées par les internautes au sujet du Sénégal et du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'une de ces questions posées par un internaute est de savoir si, effectivement, et ça circule en ce moment sur les réseaux sociaux, si effectivement le président sénégalais a promis une augmentation de 35% du salaire aux fonctionnaires sénégalais pour qu'ils prennent une deuxième femme. Alors, je tiens à rappeler ici que c'est un fake news. Le président du Sénégal n'a jamais promis cela, même s'il laisse à chacun la liberté de prendre le nombre de femmes qu'il veut. Ça, il aurait été amusant si le président avait 4 femmes. Il aurait été un peu amusant et même intéressant de voir que les Sénégalais ont désormais 4 premières dames. Ça ne serait pas un précédent. Jacob Zuma en Afrique du Sud. Parce qu'on avait 3. Oui, avec 3. Oui, voilà. On avait 3. Il en avait avec les garçonnières. Oui. Voilà. En tout cas, c'est un fake news. Le président sénégalais n'a jamais demandé ça à ses compatriotes. Merci à vous. Merci Merci pour cette émission. Et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, rendez-vous sur www.nca-tv.com. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.